Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Cédric Doumbé qui fait un retour fracassant. Mais vous allez voir que c'est pas dans la cage, d'accord? Donc il est beaucoup là critiqué sur les réseaux sociaux, etc. C'est parce qu'il va participer à une télé-réalité. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. On va parler de Jon Jones et Thomas Spinal. Il y a des rumeurs qui circulent, je dis bien des rumeurs pour l'instant, parce que rien n'a été officialisé. Et quand rien n'est officialisé par l'UFC, ça ne reste que des rumeurs. En tout cas, voilà. Est-ce qu'elles sont fondées ou pas? Parce qu'on le sait très bien que généralement, avant qu'une annonce soit annoncée par l'UFC, elle sort sur les réseaux sociaux. Il y a très souvent des fuites, etc. C'est une info qui tourne sur les médias, sur certains médias anglo-saxons. Il semblerait que Jon Jones puisse perdre sa ceinture s'il affronte pas Thomas Spinal. On va parler de Jake Paul qui défie un gros champion en boxe anglaise. C'est un ouf. C'est un ouf. Vous allez voir, il défie qui? Et il parle mal en plus. Il parle mal de lui. On va parler de Conor McGregor. Et on va aussi parler, les gars, de Cheick Kongo. Pour les plus anciens, vous le connaissez, je suppose. C'est l'un des premiers athlètes MMA français à avoir intégré l'UFC, etc. Un poids lourd. On se rappelle contre Pat Berry, il avait fait un comeback incroyable. On dirait que ce combat, c'est avant-hier qu'il a eu lieu, mais je sais pas, ça doit faire combien de temps? 15 ans, 20 ans, je sais même plus exactement, mais ça fait très longtemps. Et là, il est revenu et il parle de Francis Ngannou. Et vous allez voir qu'il dit qu'il peut puncher Francis Ngannou. Après, c'est possible, ça reste un poids lourd, etc. Mais je crois, l'ancien, il a plus de 50 piges où il s'en approche, etc. Bref, on va voir tout ça ensemble, les amis. Et on commence tout de suite avec cette info-là pour Ayoun. Pour ceux qui ne le connaissent pas, montez dans le train, les amis. Ayoun doit faire son retour le 10 mai au KSW France. Donc, il doit affronter Kak Brzak. Je le connais pas. J'aurais pu faire une recherche sur internet et faire le mytho. Ouais, c'est un combattant, il a 12 victoires, truc. Je le connais pas, les gars. Il y a beaucoup de mythos sur internet. Hein. Ils connaissent pas des combattants, mais pour paraître, pour faire bien sur leur chaîne, ils font les anciens. Zama, ils connaissent, etc. Alors mathématiquement, je pense que c'est pas possible de connaître tous les combattants. Donc là, je vous le dis, je le connais pas, ce mec. Mais bon, je connais Ayoun et je sais qu'il est bon. Et je sais qu'il est propre et qu'il est chirurgical. Donc voilà, vivement de le revoir combattre et j'espère que ça se passera bien pour lui. Maintenant les amis, on va parler de Conor McGregor. Bon, très souvent les amis, les hommes, ils cherchent l'argent et quand ils ont l'argent, ils cherchent le pouvoir, la gloire, etc. Même pas la gloire, ils cherchent le pouvoir. Donc là on le sait, hein, il a un patrimoine peut-être qu'il est milliardaire, Conor McGregor, je vous le répète assez souvent, avec ses divers investissements, ses entreprises, etc. Et ben là, il semblerait, les amis, que Conor McGregor soit candidat à l'élection présidentielle en Irlande. On l'a vu là il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, il était à la Maison Blanche. Il a rencontré le président, etc. Donc, est-ce que Conor McGregor pourrait potentiellement être président de l'Irlande un jour? Franchement, c'est possible. C'est possible. Après, bon, ça m'étonne parce que je pense que la politique, c'est quand même un cercle très fermé. Mais peut-être, on verra bien. En tout cas, voilà, si Conor devient président de l'Irlande, ouais, ça risque d'être tendu pour bien du monde. Voilà. Maintenant, les amis, on va parler de Thomas Spinal qui a pris la parole concernant Jon Jones. Il a dit Jon Jones doit soit m'affronter, soit prendre sa retraite. S'il choisit de prendre sa retraite, tout le monde saura qu'il m'a évité. Moi, je suis totalement d'accord avec. Les gars, il y a 3-4 jours, j'ai fait une vidéo justement où je vous parlais de ça, où je criais mon ras-le-bol, où je gueulais vis-à-vis de Jon Jones qui commençait à fatiguer, etc. Que justement, soit il l'affrontait, soit il prenait sa retraite. Et j'ai vu d'autres youtubeurs, etc. qui disaient la même chose. Donc je pense qu'on est beaucoup à en avoir marre, à penser à la même chose. Et même Thomas Spinal. Voilà, je pense que là, il y a un ras-le-bol. Faut arrêter de jouer avec les gens. Poto. Il y en a, ils comprennent pas, en fait. Il y en a, vous abusez, en fait. Vous appréciez un combattant, mais vous avez pas de, comment dire, vous êtes pas, j'oubliais le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes pas, bon, enfin, bref. Parce que vous l'appréciez, alors il est tout permis, etc. Mais c'est pas comme ça. Tu peux apprécier quelqu'un et t'es pas d'accord avec lui, et il fait des erreurs et tu le reprends, tu le critiques, etc. C'est normal. Même avec des membres de votre famille, des fois vous êtes pas d'accord, mais c'est pas pour autant que vous l'aimez pas ou que... Voilà, c'est quelque chose de normal. Et là, Jon Jones, il déconne. Ça a été le meilleur champion chez les 93 kilos, je pense, de l'histoire de l'UFC. C'est Jon Jones. Voilà, c'est... Voilà. Il a décidé à un certain âge de monter chez les poids lourds. Faut qu'il assume jusqu'au bout. D'accord, faut qu'il assume jusqu'au bout, il peut pas bloquer une division, faire la resta, genre, même si on sait que c'est une resta.
Arrête de faire la roast, arrête de faire la princesse. T'as voulu aller chez les poids lourds, tu combats les poids lourds. Voilà. Thomas Spinal, il est champion intérimaire, tu dois le combattre, point. Tu veux pas, tu dégages. Tu laisses la ceinture, tu laisses la place. Tu veux pas, tu dégages. C'est tout, point. Voilà. L'histoire, elle est rapide. Elle est claire et nette, en fait. Donc, par rapport à ça, les amis, il y a une rumeur qui vient tout juste de sortir. Après, ça reste qu'une rumeur. Mais elle peut être avérée par la suite et officialisée par le suite. On verra bien. En tout cas, c'est ce qui est dit sur Internet. Donc, dernière nouvelle, l'UFC retirera le titre des poids lourds à John Jones s'il refuse de combattre Thomas Spinal. Voilà. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si c'est le cas, bah moi, je suis tout à fait d'accord avec ça et je trouve ça tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tu peux pas bloquer une division. T'es fatigué, t'en as marre. Tu prends ta retraite, cousin. Personne te force à être à l'UFC. Personne te force encore une fois à être monté chez les poids lourds, à faire ton cinéma, à vouloir être le meilleur combattant au monde et tout. Maintenant, les amis, on a Jack Paul qui veut combattre Anthony Joshua. Ah, il est un peu comique, Jack Paul, quand même. Ça reste un bon combattant, maintenant, on peut le dire. Hein. Oui, ça reste un bon combattant. Mais là, il veut affronter l'élite de l'élite. Plus un poids lourd, etc. Après, dans un combat, tout peut arriver. On sait que Jack Paul a du punch. Mais après, je pense qu'il faut rester sérieux un minimum. Francis Ngannou, il lui a mal parlé, Francis Ngannou. Quand Jack Paul a affronté Tyson, Francis Ngannou, il avait dit un truc, ouais, quand je vais te voir dans la rue ou je sais pas quoi. Bah, vu que Francis Ngannou a mangé un KO par Anthony Joshua, pourquoi tu défies pas Francis Ngannou? Sachant qu'il veut te serrer, tu vois. Call out Francis Ngannou. Il va te cogner, tu vas voir. Donc il a dit quoi? Jack Paul continue de faire du bruit. Cette fois, le youtubeur a fait des appels à Anthony Joshua dans un podcast de Betr. Je veux l'affronter, car je pense que je vais lui botter le fiac, pour rester poli. Il n'a pas de menton, il n'a pas de talent, et il est raide. Mais c'est un ouf, lui. Hein. Wesh. C'est un ouf. Hein. Je t'aime beaucoup, Anthony, on est amis, mais je veux croiser le fer avec toi. Pour l'instant, les gars, Anthony Joshua n'a pas répondu. Après, je sais pas s'il faut qu'il réponde. En fait, là, je suis mitigé. Est-ce que c'est sérieux, il faut qu'il réponde et qu'il accepte et qu'il lui mette une correction? Ou qu'en fait, il est même pas crédible, que c'est mieux qu'il lui réponde pas? Ouais, je suis indécis, en fait. Si j'étais à la place d'Anthony Joshua, je sais pas ce que je ferais. En tout cas, voilà, Jack Paul, si tu te sens vraiment chaud, Francis Ngannou, t'as mis un coup de pression, on t'a pas entendu. Si t'es vraiment chaud, vas-y, hein. Carlo, Francis Ngannou, qu'on rigole un peu. Et en plus, ça pourrait être un combat, les gars, incroyable. En termes de buzz, etc. Vous imaginez Jack Paul, Francis Ngannou. Franchement, je regarde direct. Si je dois payer 50 € la soirée, je crois que je regarde. Je paye et je regarde. Attendez, ça pourrait être un combat... juste voir Jack Paul se faire monter en l'air. Vous voyez ou pas? Se manger un crochet là, comme Overeem il s'était mangé. Non, un hypercut, excusez-moi. Et ça pourrait être marrant. En tout cas, voilà, Jack Paul, il a pas froid aux yeux. On voit qu'il commence à s'attaquer à de plus en plus gros poissons. Maintenant, on va parler de Cédric Doumbé. Il va participer à la saison 5 de LOL qui ressort sur Amazon Prime. Donc sur Internet, il y a certaines personnes qui reprochent à Doumbé justement de pas combattre et de faire de la télé-réalité comme ça, des trucs, etc. Après, je pense qu'ils peuvent s'entraîner et faire d'autres choses à côté, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, est-ce que c'est pas éclaté au sol? Je connais pas cette émission, mais c'est ça le truc. Est-ce que c'est pas éclaté au sol comme émission? Voilà, pour moi, c'est ça la question qu'il faut se poser. Après, bon, le mec, il combat... pendant 2-3 mois, il peut faire une émission, un film. Pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les gens, ils sont très pas méchants, mais voilà, ils sont dans leur délire. Un combattant, il doit faire que ça de sa life. Il a pas le droit de s'amuser, il a pas le droit de sortir, il a pas le droit d'aller au resto. Alors, les gars, décontractez-vous un petit peu. Ouais. En parlant de ça, Cédric Doumbé a partagé une story de lui. Il partage plus trop sur les réseaux sociaux ces temps-ci, voire plus du tout. Donc on va regarder, hein, il est toujours à l'entraînement, les gars. En tout cas, on entend parler en anglais derrière, donc je suppose qu'il est à l'étranger. Échauffement. Ah non mais, Cédric Doumbé, c'est un ouf. Il se filme pour rien en fait. Juste il fait des grimaces en train de transpirer. Mais c'est quoi ce snap là?
courir, c'est un sport de fou. Après le combat, je crois que c'est ça le sport le plus difficile. Je déteste courir, les gars, mais quand je vous dis je déteste. Les stories de zinzin qui nous sort. Et on termine les amis avec Cheick Kongo. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est l'un des pionniers du MMA français qui a intégré l'UFC, etc. Il a jamais été champion de l'UFC, hein, mais c'était un bon combattant, poids lourd. Il avait un bon striking, il était assez puissant, etc. Mais c'est un ancien, ok. Il doit s'approcher de la cinquantaine. Je vous mens pas, j'ai la flemme, je suis pas allé regarder sur internet. Mais oui, selon mes souvenirs, il doit s'approcher de la cinquantaine, peut-être même qu'il les a dépassés, d'accord. Donc c'est vraiment un ancien. Et il parle de Francis Ngannou, etc., etc. On l'écoute. Aujourd'hui, je suis encore une machine qui n'est pas encore, qui n'est plus à mon prime, mais je suis une machine. Demain, on me met Francis Ngannou, et sans respect, je boxe Francis Ngannou. Les gens sont hypocrites parce qu'ils veulent tous créer leur. Je sais pas si vous avez imaginé. Après, il dit des vérités. Hein. Vous allez voir que dans la vidéo, il dit des vérités. D'accord. Et c'est pas le guignol ou je sais pas qui. C'est un mec quand même qui a un vrai parcours professionnel. Et lui, quand il était à l'UFC, c'était pas l'UFC de maintenant. Maintenant, j'ai envie de vous dire, je vais être dur, mais c'est un fait. Il y a tout le monde et n'importe qui peut rentrer à l'UFC. Voilà. À l'époque, pour intégrer l'UFC, les gars, c'était beaucoup plus difficile. Et quand t'intégrais l'UFC, c'était incroyable. Même si t'étais pas dans le classement top 15, etc. Le fait que t'intègres l'UFC, c'était déjà un truc de ouf. Attendez. Où je disais déjà à l'époque, juste le fait d'intégrer l'UFC, c'était un truc de ouf. Parce que c'était tellement difficile pour l'intégrer, les places, elles étaient comptées, etc. Maintenant, les gens, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. T'as un petit peu de piston, tu rentres, pas bas. C'est un moulin un petit peu. Et maintenant, même ceux qui sont dans le top 15, pour les gens, ça signifie plus rien. C'est pas, voilà, faut être dans le top 3. Et même un Cyril Gane, les amis, qui a perdu contre le meilleur combattant au monde, il a été critiqué. Ouais, maintenant, les gens, ils sont dans l'extrême, à mort. Un truc de ouf. À l'époque, à 15 ans, 10 ans en arrière, c'était pas comme ça. Tu t'intégrais à l'UFC, c'était un truc de ouf. Parce que c'était plus difficile aussi. Voilà. Donc on l'écoute, hein. Créer des carrières avec des combats minables. Donc se prendre des tomates et combattre des tomates et puis après dire oui, t'as vu, moi j'ai combien de combats? J'en ai 100 contre qui? Ouais, je les ai tous défoncés, je suis le meilleur, ouais, personne ne peut tester. Et ceci, cela, ouais, je t'éteins, je t'ai fait quoi ça, je t'éteins? Race, ouais, ou ferme ta tu vois. Puis aujourd'hui, ils s'autoproclament champion de ceci, champion de cela. Alors qu'en fin de compte, pour moi, c'est comme si tu gagnais des ceintures Kinder Bueno. Tu vois, Kinder Country ou Kinder Surprise, voilà, donc c'est dingue. Mais vous voyez ce qu'il dit, c'est la vérité. Et il y en a, ils viennent, les gars, je parle ou je parle pas? Je parle ou je parle pas? Vas-y, je parle. Après, les gars, si vous vous sentez visé, c'est pas de ma faute, et c'est pas méchant, mais c'est un fait, en fait. D'accord? Il y en a, ils sont champions de telle organisation, etc., des petites organisations françaises, et ils viennent avec leur ceinture partout. Partout. Même, ils vont au qu'ils ont leur ceinture. Ouais. Après, c'est bien, je critique pas, bien évidemment. Toute proportion gardée. Moi, j'ai pas fait carrière dans le MMA. C'est même pas que j'ai essayé, c'est que j'ai pas fait carrière. Donc, je peux pas me permettre de critiquer celui qui fait carrière. C'est pas possible. Je donne juste un avis et une critique. Après, une critique, c'est pas forcément péjoratif ou négatif, etc. C'est une critique. Voilà. C'est un fait, un constat. Et c'est vrai que ça, il y a quelques années, on voyait pas ce genre de choses. Maintenant, ils sont champions de la ligue de je sais pas quoi, qui a ouvert il y a 2 ans. Ah, ils sont fiers de leur ceinture, hein. Ah, ils sont fiers de leur ceinture, ils marchent avec leur ceinture partout. Ils vont au coiffeur ceinture, ils vont à la plage ceinture, ils vont au curé ceinture. Et là, ce qu'il dit, c'est des ceintures Kinder Surprise, en fait. Vous voyez, il y a même des combattants UFC, ils marchent pas avec leur ceinture toute l'année. Ils sont multiples champions de l'UFC ou même Doumbé, champion du Glory, etc. Les gars, ils imaginent pas, mais c'était un truc de ouf. On voyait pas des Cédric Doumbé avec ses ceintures du Glory marcher partout, machin, ou encore une fois champion UFC, champion. Mais des petits combattants qui sont professionnels depuis 3-4 combats, ils ont fait 2 combats chez les professionnels, ou 5, 6, 7 combats, vas-y même 10 combats. Ils ont été champions d'une petite organisation, ils lâchent plus leur ceinture. Après, c'est une fierté, bien évidemment que c'est une fierté, ils doivent être contents et ils ont raison d'être fiers. Après, voilà, faut doser un petit peu. Et là, il a sorti un bon bail. Les ceintures Kinder Surprise. Ça, j'essaierai de m'en souvenir, ça.
L'évolution du MMA aujourd'hui est magnifique parce qu'elle est complète. En fin de compte, c'est qu'aujourd'hui on est arrivé à une genèse où effectivement les gens sont plus complets. Il y a une facilité d'entraînement, aussi bien par les tutos de YouTube ou la technicité et les pédagogies de différents entraîneurs qui peuvent aujourd'hui apporter un travail différent parce qu'effectivement les gens ont travaillé leur particularité spécialement sur les games du sol qui est basé principalement sur le jiu-jitsu. Donc pour la France, hein, parce que aujourd'hui maintenant t'as une nouvelle gamme, une nouvelle ère qui arrive de par les Daguestanais, donc de par le Caucase, et d'où ces gens-là viennent avec les luttes libres, lutte gréco et avec des mix. Donc là maintenant, aujourd'hui on a une nouvelle ordre. Les amis, parenthèse, il y en a beaucoup qui sous-estiment la lutte gréco, alors que pour moi, c'est pas la plus complète, mais c'est la meilleure. Je suis amoureux de cette lutte-là. Vraiment les amis, mettez-vous à la lutte gréco. Voilà, même si c'est 1 an, 2 ans, mettez-vous à la lutte gréco, c'est incroyable. Vraiment. En MMA, c'est incroyable. Après, il faut être complet, il faut faire de la lutte libre aussi, etc., bien évidemment. Mais spécifiez-vous dans la lutte gréco, les gars. De combattants, donc du coup les gens essaient de s'assimiler gens du Caucase, or qu'ils ne sont pas, or qu'avant ça c'était l'esprit brésilien, après il y a eu l'esprit russe, il y a eu l'esprit japonais et il y a eu aussi l'esprit et surtout une grande hégémonie du style américain, basé sur la lutte libre et ses finitions. Et là maintenant c'est l'ère du Caucase. Avec Tito Ortiz, là il y a que lui qui me vient à l'esprit, mais il y avait Tito Ortiz, là je vous parle d'un truc, ça remonte à 20 piges. Hein. Donc après, concernant justement cette amélioration et cette émancipation, c'est vrai que non, c'est un plus. Après maintenant, je pense que le problème en France, c'est qu'il y a énormément de disparités dans l'essence du MMA français. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du MMA pour devenir, en fin de compte, ils sont même pas dans l'être. Voilà. Franchement, Cheikh Congo, il fait plaisir parce qu'il a pas la langue dans sa poche. Il cisaille. Il est là pour terminer les gens. Il termine les gens. Il dit ce que les autres pensent, mais n'ose pas dire, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., machin. Ils osent pas dire ce qu'ils pensent. Ils sont très dans le politiquement correct. Vous voyez, ils ont peur de froisser, etc. À lui, il s'en bat les reins. De toute façon, il y a qui va aller lui dire un truc? Il y a qui va aller lui dire un truc? Le mec, il fait 2 mètres, les gars, 130 kilos. Wesh. Ça va partir. Qu'on l'entende un petit peu plus souvent, Cheikh Congo. Pour être simple, ils n'ont rien accompli. Ils n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, le fait de parler via les réseaux leur prodigue une expérience de folie. Alors qu'en fin de compte, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont pas eu l'occasion de se confronter avec l'élite, ou ne serait-ce que l'élite en elle-même des amateurs. Surtout que l'amateur est fait pour prendre de l'expérience au final. L'amateur effectivement est là pour prendre de l'expérience. Après, je dirais que parmi les amateurs, tu as des gens qui ont effectivement et peut-être gagné beaucoup d'expérience dans les combats de rue, parce que dans les risques malheureusement et puis dans les confrontations, je dirais extra, il y a quand même cette qualité de lire son adversaire, de juger son adversaire. Ce qui soulève, les amis, c'est très 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 important et très sous-estimé. Là, il parle de gens qui ont fait de l'expérience dans les combats de rue. Et les gars, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes, ils font pas de combat en professionnel, mais ils vous froisseraient des professionnels salement. D'accord? Salement. Et pourtant, c'est juste, on va les considérer comme des bagarreurs de rue. Après, bien évidemment, en vrai de vrai, on peut pas comparer un combattant professionnel avec un combattant. Un mec qui se tape dans la rue. Mais il y a des mecs qui sont tellement battus dans la rue, comme il a dit, ils acquièrent une expérience. Ils savent taper, ils savent... Après oui, c'est pas un combattant professionnel qui s'entraîne 2 fois par jour, 5 heures par semaine. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui aiment baver, surtout ceux qui ne sont pas combattants professionnels. C'est-à-dire, dans leur tête, t'es pas combattant professionnel, t'es mauvais. Vous voyez? Mais combattant professionnel, les amis, faut être déterminé pour être combattant professionnel. Il y en a, ils sont doués, il y en a, ils sont très forts, mais ils ne veulent pas être combattants professionnels. Ils veulent vivre leur life. Ils ont leur famille, ils aiment voyager, ils n'ont pas envie de s'entraîner 30 fois par semaine, 5 heures par jour. Vous voyez, il faut avoir un mental de faire ça. Chacun a ses trucs, mais c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais. Regardez, il y a des sparring partners, les gars. Il y a des sparring partners. Des meilleurs combattants au monde, ils n'ont pas fait carrière. Ça ne les intéresse pas. Pourtant, c'est des cracks.
Et il y a des tapeurs de rue, bah, c'est pareil pour les tapeurs de rue. Il y a des tapeurs de rue bah, qui font des sports de combat ou pas à côté. C'est des recogneurs, les gars. C'est des recogneurs. Et à force de se bagarrer, bah, forcément, t'acquiers des habilités, de l'expérience, etc. Et là, c'est ce que Cheikh Congo il est en train de dire. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est l'impact quand c'est un mec comme Cheikh Congo qui parle ou un mec comme moi, c'est pas la même. Moi, vous pouvez dire, nana, parce que moi, j'ai rien accompli. Cheikh Congo, les gars, voilà, on peut voir. Hein, Masvidal, c'était un tapeur de rue. Kimbo Slice, c'était un tapeur de rue. Il y avait qui d'autre qui était bagarreur de rue? Il y en a plein, les gars. Il y a plein des mecs de l'Est. De base, bah, ils font des sports de combat depuis qu'ils sont petits. Avant de se relancer dans les compétitions, ça se tapait dehors, les gars. Bagarre, 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 bagarre. Donc arrêtez de sous-estimer et de vouloir dévaloriser ceux qui font pas de compétition et surtout de canaliser son adrénaline. Après effectivement, quand je dis qu'elle a canalisé, c'est un tout autre sentiment, mais parce qu'effectivement c'est là, c'est dans l'instinct, c'est dans le moment, c'est pas quelque chose qui va être préparé. Donc du coup il y a un temps, il y a une réaction, voilà. Mais de par ce type d'échange, on se dit déjà bon voilà, je vais me battre contre un type dans la rue alpha, il faut que je le défonce, faut pas que je me fasse prendre par ceci, cela, et puis et surtout à savoir que bien sûr, bon, la rue, il n'y a pas de règle. Donc, on peut finir le combat avec une poupée dans la tête, une bouteille, un tesson de bouteille et un couteau et j'en passe. Bah, vous savez quoi, les amis? En parlant de ça, il y a Ramzan Jambiev qui avait fait une vidéo, je crois, avec Reg MMA et il était revenu sur ça. Il disait que dans la rue, quand lui, il se battait, en fait, il donnait tout. C'était un truc comme ça qu'il avait dit. Parce que dans la rue, il n'y a pas la règle. C'est beaucoup plus difficile et stressant de se battre dans la rue que dans une cage. Voilà. Moi, je ne trouve pas. Personnellement, je ne trouve pas. Quand je parle de se battre dans la rue, c'est dans l'optique de se défendre uniquement. Ok? Ne déformez pas mes propos, c'est juste dans un but de se défendre. Pour moi, c'est très stressant de combattre dans une cage parce que c'est le fait d'être jugé. Moi qui, depuis que je suis jeune, le fait d'être jugé surtout par ma famille, si je me mange un KO, etc., ou de perdre, ça m'affecte énormément. Donc moi, il n'y a rien de plus stressant de rentrer dans une cage par rapport à ça. C'est pas par peur de la confrontation, parce qu'il y a des gens, ils ont pas du tout peur de la confrontation, les gars. Allez les chatouiller dehors, vous allez voir comment ça démarre très très vite. Et il y en a, ils aiment pas les histoires. Mais ils vont te dire une fois, deux fois stop, trois fois, ils démarrent. Tu te retrouves, les gars, tu te réveilles, t'es je sais pas où. Mais dans le fond, il a pas tort. Dans la street, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, oui, ne sous-estimez pas ceux qui se pètent dans la rue, ceux qui... Voilà, c'est des... Voilà. Mais pour ce qui est de l'amateurisme, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ils se font juste... Donc là, si j'ai bien compris, il met au-dessus, dans le classement, les bagarreurs de rue, qu'on appelle les bagarreurs de rue entre guillemets, avant les combattants amateurs. Pour lui, un tapeur de rue, il a plus d'expérience, potentiellement. Après, on parle pas d'un mec qui s'est battu une ou deux fois. Il y a des mecs, voilà. Mais il peut avoir plus d'expérience que des amateurs en MMA. Voilà. Juste encensé, quand après ils découvrent la réalité, c'est tout autre chose. En plus, ce qui est marrant, c'est que les gens essaient de les préparer comme s'ils allaient y passer un examen avec des combats amateurs, que techniquement c'est de la grosse... Parce que les gars ne peuvent même passer professionnels, mais même en professionnel, ce sera de la merde. Voilà, le combat amateur, l'amateurisme ne va pas définir s'ils sont valables sur professionnel, qu'ils fassent 10 combats, 20 combats, 30 combats, 50 combats. Il y en a qui font toujours des combats, même en professionnel, et ils perdent toujours le combat, donc c'est pour te dire. Ce qu'ils disent, il a totalement raison. Il y a des mecs en amateur, c'est des cracks qui passent en professionnel, ils sont pas terribles. Mais on arrive à percevoir un minimum, je trouve, après bien évidemment on peut se tromper, des combattants qui arrivent à se démarquer. On va prendre le cas de Patrick Abirora. C'est un mec qui a beaucoup de KO. En amateur et même en professionnel. Donc déjà quand on était en amateur, un KO ça reste un KO. Donc on le sait que ce mec là on peut lui mettre une étiquette. Déjà il part avec un potentiel, plus que les autres. Il met beaucoup de KO. C'est pas donné à n'importe qui ça de mettre des KO comme ça à tout. Hein. Donc déjà on peut pas avoir une idée mais on peut voilà avoir des informations sur certains combattants. Après oui en professionnel c'est un tout autre monde. Comme on dit des fois on cherche des victimes pour pour servir à des gens qui ont besoin de construire leur carrière. En plus, le problème, c'est que dans cette phase, c'est que les gens sont hypocrites parce qu'ils veulent tous créer des carrières avec des combats minables. Donc, se prendre des tomates et combattre des tomates et puis après dire oui, t'as vu, moi j'ai combien de combats? J'en ai 100 contre qui? Ouais, je les ai tous défoncés, je suis le meilleur, ouais, personne ne peut tester. Et ceci, cela, ouais, je t'éteins, c'est quoi ça, je t'éteins? Je suis race, ouais, ou
voilà, c'est ça. Puis ils sont là à parler, à vociférer, à se clasher pour des conneries, c'est même pas des coqs, c'est malheureusement comme des filles. Ça se traite de chignons, donc c'est pas normal. Il est là pour abattre, il rigole même pas. Ah, ça fait tellement plaisir. Ah, c'est tellement une bouffée d'air frais dans le MMA, dans cet écosystème hypocrite. Ah, et franchement les gars, j'avais pas vu l'interview en entière. Mais ça fait extrêmement plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que Cheick Kongo, on va le réentendre. Parce que, c'est un bon de ouf. C'est un ancien que je respecte. Pas normal, après on va dire oui, c'est pour créer l'intérêt, l'audimat, l'envie et le suivi. Mais il y a l'art et la manière, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut constater, pas souvent, parce que justement, pour moi, ce qui fait la force du MMA, c'est qu'il y a encore, même au niveau amateur, des combats qui sont très équilibrés, où il est difficile de donner un vainqueur avant le début du combat. Donc ça, pour moi, c'est le plus de ce sport, le combat. Je pense que c'est la base, c'est de donner les chances aux gens de s'exprimer selon leurs valeurs et surtout de pouvoir passer le step, donc c'est le passage de niveau. Voilà. Mais le problème c'est qu'on laisse encore ce droit de réponse à beaucoup de personnes. Et c'est ce qui est dommage, parce qu'en fin de compte, c'est aussi une certaine manière de dégoûter certains, parce que finalement ils se rendent compte qu'ils sont pas là pour ça, et puis c'était carrément un mensonge, et puis quand ils voient véritablement les enjeux qui sont présentés, c'est débouché, je sais pas, parce que j'ai rien touché comme débouché, hein, j'ai pas. Parce que je suis reçu, là. Oui, mais la reconnaissance, on s'en tape de la reconnaissance. Attends, j'ai pas fait ce combat-là pour être reconnu dans la rue. C'est voilà. Mais monstrueux, ce combat. oui, non, c'est vrai que c'est monstrueux, mais même pour preuve, regarde, là, je marche dans la rue, les gens me reconnaissent pas, ils savent pas qui je suis. Encore à la limite, lorsque je laisse la barbe pousser vite fait, c'est un papy ou ce que tu veux. Mais après, même là comme ça, les gens ils voient que dalle parce qu'ils ont du mal à voir Cheick Kongo. Non, c'est parce que c'est une autre génération en fait. Le MMA, c'était inconnu en France, c'était vraiment un sport niche. Même maintenant, c'est un sport niche en France. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au MMA, etc. Mais oui, il y a 20 ans, les gens ne regardaient pas le MMA en France. On était une minorité de la minorité de la minorité de la minorité. Donc oui, la plupart des gens ne connaissent pas Cheick Kongo. Là, je vais mettre cette vidéo, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont la regarder, quoi. Avec des lunettes, et en plus de ça, bon, quand ils me voient, je sais pas, ils doivent se dire, il est costaud le gars, mais lui il est un peu frais, et puis comme je suis pas le genre de personne qui reste, qui affirme sa stature, sa position sur différentes actions vestimentaires, j'essaie de passer, je rase les murs. Ouais, voilà. C'est une question de génération. Voilà. Et en plus, non, mais même au-delà de ça, parce que même la génération qui m'a fait ce combat-là, qui dit oui, c'était peut-être un combat d'antan ou nouveau. Même s'ils me croisent, je suis même resté, je peux me mettre assis, pas ça. Ils vont me regarder comme ça. Les vrais savent, mais les autres, non. Ceux qui ont pris ceux qui viennent de se faire, qui ont pris qui sont fait servir au bar d'un Cheick Kongo comme boisson, pas de baril, ils boivent leur truc coup sec et ils disent pas. Ils disent le gars, il est pas là, il peut pas être à proximité de nous. Mais si on montre l'extrait au grand public, une majorité va dire ça, j'ai déjà vu. Parce que oui, non, c'est vrai qu'ils le verront et ils l'ont vu. Mais si demain même à ce moment-là où ils voient le combat, je suis dans la même pièce, je peux te garantir que je rentre nickel, je ressors sans problème, sans être embêté par les gens. Parce que les gens ne vont pas se dire, c'est le type en question, tu vois. Après véritablement, tu as des gens qui vivent la passion du sport, qui feront la différence, mais à tel point que même j'étais surpris, c'était en roulant au fin fond du Texas, il était tard, hein, il était vraiment tard. Et je roulais, donc je faisais Los Angeles, Texas, et là j'arrivais à domicile, il me restait encore peut-être un bon petit 10 heures de route. Et je m'arrête dans une station-service, un truc paumé. Je sors, je suis de dos. T'as la route 66 où tu croises des familles de ouf. Je sors du véhicule, je suis de dos. Le mec qui me voit marcher de dos, il m'appelle. Cheick Kongo, comment ça va? C'est bien toi, Cheick Kongo? Et je fais, c'est pas possible. Je n'ai pas fait de eye contact avec le type, j'étais juste de dos. Le gars, c'était un fan ou ce que tu veux. Bon, pourtant, c'était un père de famille. Il a dû le voir, parce que comment tu vas reconnaître quelqu'un à la rigueur, si c'est ta famille, t'as vraiment l'habitude, mais sinon, c'est bizarre. Il avait quelques années de plus que moi. Et il savait à qui il parlait. Alors que voilà. Donc ça, il y a des gens, effectivement, ou même des jeunes, quand ils te voient, c'est oh là là, monsieur, bonjour, au revoir, honoré, merci pour ces années, ou ceci, cela, oui. Mais là, je te dis, aujourd'hui, tu peux me mettre le combat, effectivement, j'en dirais waouh. Après, entre les frustrés ou ce que tu veux, pas quelque chose d'exceptionnel, bon, peu importe. Mais les gens, je peux rentrer dans une pièce et en sortir sans problème. Sans avoir un mot, sans épointer du doigt en disant que c'est le monsieur ou le jeune homme qu'on vient de voir à la télé. Et même lorsque Pat Barry te sonne, tu n'as jamais cessé d'y croire en fait. Comment? Bah non, le problème c'est que avant le combat, durant, après,
il a toujours été en dessous de moi. Donc c'est pas mon erreur, c'était dans ma confiance, c'était de le laisser le laisser rentrer dans mon périmètre de danger. Chose qui n'était pas, sur lequel il ne devait pas, parce que c'était quelqu'un qui était très rapide. Il m'a surpris énormément, même Crocop a été surpris à plusieurs reprises. Lorsque j'ai vu ce combat-là, parce que j'étais là pour Crocop, j'ai dit ce gars-là il est très très vif. Et d'ailleurs tous ceux qui sont petite taille, généralement, avec des bras courts, même s'ils sont trapus, mais les bras sont moins lourds, du moins moins proportionnés que le corps. Il faut faire très attention, que ce soit dans les engagements de corps à corps ou en termes de percussion, il faut faire très attention. Mais au-delà de ça, connaissant ses qualités, je savais qu'il était largement prenable. Après, c'est pas de l'assurance ou une super confiance ou de l'ego. C'est vraiment, il était largement prenable. La différence, c'est que au moment où j'ai pris ce combat-là, je sortais d'une dure rééducation sur laquelle, en temps normal, j'aurais jamais dû revenir parce que j'avais été, comment on dit ça déjà, on m'avait, en fait, j'avais de grosses blessures. Et en fin de compte, de par ces blessures-là, c'était l'handicap. Donc j'aurais dû être immobilisé et n'ai jamais pu refaire du sport. Donc encore une fois, quand les gens me disent oui, ce combat-là, non, pour moi c'est pourquoi? Parce qu'effectivement, j'aurais dû être handicapé, j'aurais dû subir deux grosses interventions, si ce n'est 3. Sur les 3, une aurait dû m'immobiliser et m'empêcher de revenir à mon niveau. Ah ouais, donc là, il est en train d'expliquer, je ne le savais même pas, qu'il revient de loin en fait. Ou faire du sport de la sorte. Et finalement, j'ai réussi à passer tout ça sans avoir recours à la chirurgie. Et de là, faire ce combat-là, effectivement, c'était un test, parce que je voulais savoir si effectivement mon corps pouvait soutenir cette pression et aller de l'avant. Donc du coup, j'étais pas à l'aise, mais j'ai fait de mon mieux pour faire ce qu'il fallait pour. Et puis finalement, malgré l'handicap et la problématique que j'avais, je savais que quoi qu'il arrive, j'étais au-dessus de lui. Donc il pouvait pas techniquement il m'inquiétait pas. Parce que même sur les échanges, à un moment donné, j'entends dire que. Les amis, je vais vous mettre le lien du reportage en question en description. C'est sur la chaîne Fight Nation. D'accord? Donc je pense qu'une nouvelle chaîne, allez vous abonner si vous voulez. Je ne sais pas ce qu'il fait, je suis pas abonné, voilà. J'ai juste regardé cette vidéo pour aller voir le reste du reportage, parce que je vous ai pas tout mis là. Reportage très intéressant comme vous avez pu voir. Tchèque Congo, il a pas la langue dans sa poche et ça fait plaisir d'écouter des mecs comme ça qui disent ce qu'il y a à dire, ils s'en foutent voilà, de ce que les gens peuvent dire, etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.